Nombre de personnes ont peur et sont en détresse suite aux attentats. Même si ces réactions sont fortes, elles débouchent rarement sur des troubles à long terme. Pour la majorité des citoyens, l'émotion va s'apaiser en quelques jours, en quelques semaines. Mais l'on ignore toujours l'impact de ces attentats sur l'environnement, ou tout au moins en mesure très peu la gravité. Et pourtant, ils sont énormes. Des cultures aux forêts dévastées en passant par le bétail, rien ne résiste aux agressions des groupes armés. Dès lors, les attentats terroristes suscitent une interrogation sur la nature humaine, sur le vivre ensemble, sur les valeurs d'une société, sur son identité, sur la sécurité personnelle et sur celle du groupe, sans oublier le communautaire, sur les choix politiques, sur la religion. Bref, terrorisme en Afrique, impact sur l'environnement et approche de solutions. C'est bien sûr le thème central de cette émission. Et pour en débattre, je reçois pour vous deux sachants. Colonel Louis Yakani, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous êtes expert des Nations Unies au maintien de la paix. Vous êtes fait tout dernièrement ambassadeur de paix dans votre pays par une éminente personnalité, ancien fonctionnaire des Nations Unies, également ancien médiateur de la République, le professeur Albert Thévoudjé. Vous avez donc fait confiance. Félicitations à vous. Merci bien. En face de vous, c'est Souleymane Hamzat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes aussi spécialiste des questions de protection et de sécurité de haute personnalité. Tous deux, vous avez participé d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, à des théâtres de guerre ou carrément, pour le colonel Louis Yakani, par exemple, appelé à aller maintenir l'ordre dans une situation conflictuelle. Comment vous vivez lorsque vous descendez aussitôt sur le terrain l'ambiance? Merci bien. Comme vous le dites, c'est vrai, c'est une réalité. Nous avions fait ce genre d'expérience et je peux dire que il est très difficile, extrêmement difficile d'enjamber des cadavres. Et on n'arrive pas à supporter ce genre de situation, d'événements. Ce n'est pas bon et c'est horrible. Donc, lorsque vous vous mettez à enjamber des cadavres, vous aviez une autre idée de la vie. On se demande si vous êtes même présent. Mais tout le temps, ce n'est pas beau. Et du coup, là, on est solidaire avec les peuples africains, pas forcément les Africains, tous les peuples en difficulté qui sont dans cette situation. Et notre devoir, je crois qu'il faut les accompagner. Accompagner comment? Par des conseils, les assister et faire en sorte que ces genres de situations ne perdurent ou bien puissent se stopper. Parce que des affaires de responsabilité. Et qu'est-ce qui peut bien justifier l'entrée en guerre des peuples? On ne peut pas. On ne saurait le dire ici. Mais malheureusement, il y a cette situation qui nous entraîne tous et qui nous éclabousse et qui nous enlise même d'ailleurs. Voilà ce que je peux déjà dire concernant les crises en Afrique. Souleymane Hamzat, voilà la situation, les fondements de ces mouvements de frustration, de soulèvement, de guerre, pour faire court, sur le continent africain et partout dans le monde, puisque de façon spécifique, nous allons parler de l'Afrique. Est-ce qu'il y a des circonstances qui expliquent les faits? Évidemment. Déjà, il faut partir de tout ce qui a en matière de gestion. La gestion dans son ensemble, sur le plan politique, économique, socio-culturel. Cela engendre parfois des frustrations quand on a des dirigeants qui, au lieu de s'occuper de l'essentiel, s'occupent d'eux-mêmes. L'essentiel, je veux dire, s'occuper de la masse. Et le fait de ne pas pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux aspirations du peuple, peuvent pousser à des frustrations. Lesquelles frustrations peuvent pousser à une certaine radicalisation. Là, vous rejoignez un peu un des acteurs de la société civile béninoise, Jean-Baptiste Elias, qui a dit tout dernièrement que les frustrations conduisent la plupart du temps au chaos. Au chaos et à la destruction. Et c'est vrai. Et passant, si vous me permettez, ce n'est pas l'objet de notre émission, j'aimerais saluer le peuple algérien. Alors, coup de chapeau au peuple algérien. Ils ont su qu'on pouvait faire un changement, opérer un changement sans casser, sans opérer des casses. Ça, c'est un fait d'école.
Et il faudrait que tous les peuples qui aspirent au changement puissent en faire un cas d'école. Alors, colonel Louis Yakali, Oui. ce n'est pas facile d'enjamber des cadavres, mais la situation, la plupart du temps, vous y conduit. Mais quand vous arrivez au niveau des communautés que vous observez, puisque le débat aujourd'hui va beaucoup plus porter sur les impacts de ces conflits, sur l'environnement, sur donc la vie de ceux qui vivent ces situations, dans le milieu également dans lequel ils le vivent. Lorsque vous arrivez, est-ce que vous avez comme l'impression qu'une certaine stigmatisation conduit à cela, cette radicalisation dont fait cas Souleymane Hamzat? Pour ma part, c'est que on parle du développement, on parle d'avancée. Nous faisons un demi-pas d'avancée et on fait un grand pas en arrière. Ça veut dire qu'on n'évolue pas. On a beau dire, on revient toujours à la case départ. Le problème, c'est que lorsqu'on fait une rétrospective sur notre parcours depuis les années d'indépendance, je crois quand même que on constate que l'Afrique n'est pas au mieux de sa forme. Elle n'est pas au mieux de sa forme parce que lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est toujours en conflit, en combat ou en difficulté quelque part. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut chercher à comprendre la base de nos problèmes. Mais qu'est-ce qui, selon vous, explique cela? Il a parlé de frustration, la mauvaise gestion du bien commun. Je suis entièrement d'accord avec lui quand il parle de frustration. Ça, c'est vrai. Il y en a de partout. Et c'est pourquoi force doit rester quand même à la loi et à certaines instaurer des structures fortes, des institutions fortes pour accompagner nos gouvernants, l'exécutif, et puis pour que chacun soit dans son rôle. Mais le problème, c'est que il faut assumer que c'est une faute collégiale. Parce qu'il ne faudra pas faire en sorte que d'autres soient à part et que d'autres... C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde se retrouve et dialoguer et ensemble chercher des solutions qui sont les nôtres par rapport à nos problèmes. Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Souleymane Hamzat, vous avez évoqué déjà la question, la stigmatisation, la radicalisation. Mais est-ce que vous avez comme l'impression qu'il y a une certaine communauté et qui, du fait de cette stigmatisation-là, on arrive facilement à cette radicalisation? Souvent les minorités. Souvent, dans la plupart du cas, les minorités. J'ai lu un test sur quelqu'un dont je ne cite pas le nom, qui est à la tête d'une organisation terroriste pas très loin de chez nous, mais qui a eu une enfance difficile. Il a vécu dans un environnement où c'était, excusez-moi le terme, c'était la merde. C'est quelqu'un qui n'a pas eu droit à une éducation, il n'a pas été à l'école. Et à chaque fois qu'on devait le mettre à l'école, c'était les marchés, il était dans les ghettos. Il a grandi comme ça. Quand vous voulez vous faire d'un individu pareil, si ce n'est pas un terroriste, si l'occasion lui est donnée d'aller vers le terrorisme, mais souffrez qu'il vous apporte tout ce qu'il a connu dans le ghetto, dans les bas-fonds, et il en devient un spécialiste. Et ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'il conduit avec lui ceux-là qui normalement devaient lui dire non, ce que tu fais n'est pas bon. D'où la stigmatisation et la radicalisation. Prenez le cas de ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé dans certaines prisons de France. Il a fallu qu'on ramène des terroristes, qu'on les mette là. Ils ont réussi à faire inculquer à ceux-là même qui n'ont même pas été en Syrie le moral du terrorisme. La déontologie du terrorisme est rentrée en eux. Et ils ont commencé par tirer sur les gardiens. Ça dit que le système pénitentiaire, au plan sécuritaire, s'est retrouvé même mis en difficulté. Donc, moi, je comprends que mon aîné, le colonel Akani, dise oui, que voilà, la stigmatisation, elle est là, mais il faut qu'il y ait des structures fortes. Alors, quand vous parlez de minorités, on avait eu le cas du génocide rwandais. On a aujourd'hui, par exemple, on a également le cas camerounais aujourd'hui où les séparatistes anglophones veulent quand même une certaine section du pays parce qu'ils ne se sentent pas, ne se retrouvent pas dans la gestion qui est faite aujourd'hui du pays comme cela se doit. Boko Haram est né du fait que certaines communautés ne se retrouvent pas dans la gestion, le partage du bien public. Mais quand on prend spécifiquement chaque cas, ce n'est pas les mêmes réalités. Oui, si vous me permettez, l'environnement n'est pas le même. Le cas de Boko Haram est connu. Ils disent, et leur idéologie, c'est quoi? Refuser l'éducation du blanc.
C'est clair, c'est net. Mais est-ce que ça devrait... Excusez-moi, je vais en arriver. Oui. Mais dans l'acte, dans les actes qu'ils posent, cela ne se reflète pas. Alors, puisque ce sont sur leurs frères noirs qu'ils tirent. alors, voilà justement... Le deuxième cas, c'est celui du Cameroun. Là, il est purement politique. Et c'est une question de gestion. Donc, je vois, du moins, ce que je constate, c'est qu'il y a une minorité qui est carrément oubliée, pendant que, bon, la grande majorité, bon, voilà. Alors, voilà, colonel Louis Akari, les revendications ne sont pas les mêmes. C'est d'ordre idéologique, c'est d'ordre politique parfois, mais il n'y a que des hommes meurent, il n'y a que le bétail disparaît, les cultures s'en vont et des zones déclarées à la limite, protégées du plan environnemental également disparaissent. C'est ça les conséquences que nous devons aujourd'hui sur ce plateau reconnaître et apporter des solutions. Tout à fait. Et pour moi, c'est que ce n'est pas encore les bétails. Moi, c'est les hommes d'abord. Oui. Il faut comprendre ça comme ça. Et je suis très heureux que la communauté internationale soit au pas de charge aux côtés des peuples en difficulté. C'est important. Cependant, la situation perdure. Comment comprendre que toute une administration, tout un personnel décapité par voie d'égorgement, ça c'était au Mali. Je le tiens du Premier ministre Sonko, de l'ancien Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a encore des situations à gérer. Mais le cas du Nigeria, où les zones rurales, les populations se déplacent, ils vont ailleurs, et soit ils se retrouvent au Cameroun ou par-ci par-là, mais ça, ce n'est pas bon. C'est-à-dire c'est l'instabilité totale et ça ne rassure guère les populations. Et le problème, c'est à la base. Nos gouvernants doivent tenir plus fort que ça pour accompagner quand même certaines situations, à l'instar de ce que fait la communauté internationale. Madame Zamte, oui, la question, le colonel pense que le bétail n'est pas aussi important que les humains, mais aussi cela participe quand même d'un équilibre environnemental. Je suis entièrement d'accord avec le colonel. Pourquoi? Ouais, j'ai été au Libéria. Moi, j'étais au Libéria quand il y avait la guerre. J'étais en Côte d'Ivoire quand il y avait la guerre. À un moment donné, il souffrait que les sacs de riz ne circulent plus. Vous tombez dans une forêt où vous n'avez plus le choix. Il y a une biche protégée par, je ne sais pas quelle convention des Nations Unies qui passe. Je sauve ma vie ou bien je sauve la biche. Le problème se pose en termes d'impact environnemental. Mais ceux qui sont loin, qui sont dans des bureaux et qui ne voient pas ces détails-là, souffrent qu'on leur dise. Parfois, quand il y a un mal, comme le dit mon aîné, sur le plan environnemental, c'est aussi lié à ces impacts de guerre. Parce que la guerre n'a jamais rien fait de bon. La guerre détruit tout. En commençant par les hommes, comme il a dit. Mais une fois que les hommes se sentent détruits, le peu d'hommes qui restent, vous pensez qu'ils vont protéger le bétail? Non, je ne crois pas. Si j'ai une communauté, nous sommes en groupe. Admettons que nous soyons en groupe ici. Et qu'il y ait une guerre qui se déclenche. Dieu veille sur mon pays. Mais qu'au bout de 3-4 jours, on n'ait plus de quoi manger. J'aperçois un animal protégé qui passe. Ben, souffrez que je prenne ma Kalachnikov, que je la batte. Je vais me gêner de la battre pour que nous puissions nous nourrir et avoir au moins la vie sauve pour pouvoir raconter ce que nous avons vécu. Mais si nous ne sommes pas là, nous allons le raconter à qui? Donc moi, je suis entièrement d'accord avec mon aîné à 400% du fait que la guerre crée des dommages. D'abord, ce sont les hommes qui partent, mais du point de vue environnemental, franchement, il n'y a rien à sauver quand il s'agit des guerres. Il faut chercher à vivre, il faut chercher à manger pour vivre, que de vivre pour manger. Alors le cas de la région soudanaise, dans le cadre de la scission donc de ce pays, reste également de mémoire. Vous avez des terres qui s'étendent sur des kilomètres, qui sont complètement dévastées parce qu'il n'y a même plus d'herbe qui pousse dessus, parce que par là, il y avait eu des groupes armés qui ont décimé, qui ont incendié des maisons entières, des villages entiers. Et ça se passe également en Centrafrique, ça se passe au Nigeria et ça se passe au Congo, un peu partout, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Autant de foyers, colonel Akani. Est-ce que vous ne pensez pas que pendant que le monde entier est en train de crier la protection de l'environnement, l'Afrique est en antipode? Merci bien. Et je dis que
vous avez tout cité tout à l'heure, comme dans le Kivu. Moi, j'ai fait les deux Kivu. Le Nord Kivu comme le Sud Kivu. J'ai fait le Kivu pendant 2 ans. J'étais dans la région. Alors, vous voyez, le secrétaire général des Nations Unies, en la personne d'Antonio Guterres, l'a dit il n'y a pas très longtemps, lors du dernier Conseil de sécurité. Et puisque vous en évoquiez, la solution n'est plus les armes. Excusez-moi, ce n'est plus les armes. Je crois que c'est le dialogue. Faire en sorte de connaître les problèmes des populations et les sensibiliser, faire en sorte que les rapprocher d'abord et que les amener à comprendre l'impact négatif que cela pouvait entraîner lorsqu'on se sert des armes. Et la démarche n'est plus militaire. Je crois que c'est une démarche qui doit être consensuelle dans un dialogue et apporter les uns et les autres et à dire que voilà, pour notre développement, pour notre survie, voilà ce à quoi nous avons droit. C'est notre rôle, voilà notre devoir, voilà ce que nous devions faire. Vous parlez de Guterres, vous parlez donc des Nations Unies. Oui. Avant donc la fin de son mandat, le président Kabila avait quand même demandé le retrait des casques bleus de son pays. Oui, parce que le président Kabila a demandé, parce que vous comprenez cette guerre, et franchement c'est toute une génération. Ça fait très longtemps. Je peux revenir encore en arrière pour vous dire, j'ai fait longtemps, c'est-à-dire l'exemple que je m'avais donné est que mes différents chefs hiérarchiques que j'ai connus, le premier c'était le général Muntaga Diallo, le Sénégalais, mais qui est arrivé dans la mission des Nations Unies au grade de lieutenant. Il est parti. Il est revenu au grade de commandant. La mission n'était pas terminée. Vous comprenez? Et il est rentré à nouveau. Il est revenu devenir commandant des forces, général Muntaga. Voilà. Alors, tout ça, la guerre n'est pas terminée, il est reparti. Moi, je l'ai dit toujours. Et moi, j'ai eu le temps d'aller faire d'autres expériences sur les théâtres de guerre. La guerre n'était pas terminée. Je suis très heureux qu'ils en soient arrivés à une élection et que les choses s'ouvrent. Ça commence, c'est un bel exemple qu'ils ont commencé. Alors, si le président Kabila a demandé le retrait des forces onusiennes, il avait ses raisons. Parce qu'après tout, il y a un impact sur la vie, sur l'économie de la RDC. Mais ça coûte extrêmement cher. Et je crois qu'il avait raison. Mais ce n'est pas là le problème. Il faut trouver d'abord la paix pour permettre aux populations de vivre. Après, on pourra voir comment gérer la gestion, comment rembourser, comment faire pour que les choses rentrent dans l'ordre. Donc, je ne suis pas contre les idées du président Kabila, parce qu'il est le seul à comprendre ce que ça comporte. Mais par contre, les Nations Unies ont leur rôle très important aussi à jouer, parce que ça, les Nations Unies, ils n'en seraient pas arrivés là. Alors, Souleymane Hamzat, le prix à payer, ces régions que j'ai énumérées tout à l'heure, que ce soit le Soudan, pour qu'on en arrive au Soudan du Sud et le Soudan aujourd'hui Khartoum, on a vu tout ce que ça a engendré comme guerre depuis 2013. Ils sont toujours dans l'instabilité, ça ne va pas. Lorsque le cas RDC, le colonel l'a cité, quelqu'un est rentré dedans comme lieutenant, mais finalement elle est devenue générale. Mais pourtant, tout est encore sur place. La guerre est là, instable. Beaucoup d'autres régions. Le prix environnemental dans tout ça. Oui, je veux vous dire ceci, si vous me permettez. Vous voyez, quand on enclenche même un acte terroriste qui crée des dégâts, mais souffrez que cet acte-là ait été financé par quelqu'un. Et que cet acte a été financé par quelqu'un, lui, en retour aussi, il vous réclame quelque chose. Il n'y a rien de gratuit dans ce milieu. Si vous voyez qu'il y a une scission environnementale, je prends le cas du Soudan, mais c'est dû à quoi? C'est pas dû au fait que le Soudan est trop grand. C'est parce qu'en bas du sol soudanais, il se passe quelque chose là-bas dont nous avons besoin. Je ne cite pas les noms ici. Et quand on a fini de l'extraire, le problème c'est qu'en retour, le Soudan n'est jamais gagnant de ce qui a été extrait. Donc il y a une balkanisation, un vol à ciel ouvert de nos ressources, mais appuyé par le terrorisme. Vous avez aussi des mines qui s'enfoncent dans le sol, qui empêchent... Des mines non contrôlées, pour la plupart. Citez-moi un État de l'Afrique qui a des mines réglementaires. Si ce n'est pas vers le Malawi ou l'Afrique du Sud, où il y a des mines de diamants, où c'est réglementé. Mais au Kivu, mais c'est une catastrophe.
Je ne sais pas si le colonel sait de quoi je parle. Il y a même des multinationales étrangères qui se sont érigées en ONG et qui viennent par des avions racketter ce que nous avons là-bas. On a même vu un camion des Nations Unies qui a culbuté sur un tournant. On a vu ce qui en est sorti. Donc, il va falloir, comme il a dit mon aîné, le colonel Akani, qu'il y ait des institutions fortes, mais des institutions fortes aussi sujet qu'il y ait des hommes forts. Alors, cela m'amène donc à demander au colonel Louis Akani les questions de solutions institutionnelles. Quand vous parlez tout à l'heure de dialogue entre les populations, parce que les Nations Unies ont réalisé finalement que ce n'est plus une solution liée aux armes, mais beaucoup plus au dialogue. Mais ce qu'on vous propose quand vous descendez sur le terrain de maintien, ce qu'on vous propose comme solution au plan interne, c'est-à-dire la politique sécuritaire de l'État qui vous accueille, est-ce que vous pensez que ça répond toujours aux aspirations des communautés? Ça doit répondre. La première des choses, et dans ce genre de situation, il faut toujours garder sa neutralité. Il faut mieux comprendre. À votre niveau, ça? Ça, c'est moi, ça c'est nous, ça. Et une mission confiée à nous, par les Nations Unies, il faut garder une neutralité pour pouvoir faire la part des choses. Mais lorsque vous n'êtes pas neutre et que vous prenez parti, c'est clair que votre mission a échoué. Alors, essayez de vous mettre un peu à la place, sensibiliser, parler, entrer en contact avec les belligérants, les faire comprendre, et le rôle qui est le leur, c'était pour qu'ils puissent nous permettre d'évoluer. Alors, c'est pourquoi nous parlons souvent de dialogue. Vous ouvrez une guerre, vous vous lancez dedans, et on ne sait qui est responsable de cette guerre. Au finish, mais lorsque vous comprenez, on revient toujours à une table de négociation comme vous et nous aujourd'hui ici. C'est ça. Et pourquoi ne pas commencer par là? Et si ça nous évitait tous les problèmes? C'est ce que moi je tiens toujours à ressortir lorsqu'on parle de situation de guerre. Alors, avant d'avoir votre avis sur cette question de situation de guerre, d'approche de solution, dites-nous, aujourd'hui vous avez des informations qui proviennent du Mali, du Burkina Faso, où des véhicules de gendarmes s'explosent juste parce que finalement ils sont passés sur une mine ou un explosif déposé donc dans l'environnement, dans la nature comme ça, pas des djihadistes, des terroristes soi-disant. Est-ce que comme ça, d'abord, l'environnement prend un coup, mais l'agriculture aussi, les populations ne peuvent plus pratiquement s'adonner librement aux travaux champêtres. Quand j'étais en Libye, pour mes co-officiers, j'ai entendu le colonel Kadhafi dire ceci. Écoutez-moi bien, hein, de son vivant. Il a dit, moi, colonel Kadhafi, je vais creuser. Je creuse le désert, là, et je ramène l'eau de la mer jusque dedans. Je le filtre à des étapes pour permettre l'agriculture à l'intérieur du désert. Et pendant ce temps, il y avait ce qu'on appelait les mouvements révolutionnaires à l'époque. Oui, il y avait l'Angola, il y avait de libération, exactement. Le mouvement de libération, oui. C'est le terme. Mais il y avait tous ces gens-là. Mais Kadhafi nous faisait quoi? Il nous poussait d'abord à nous nourrir. Kadhafi disait, mais vous voulez faire la révolution, mais vous êtes à jeun. Mais apprenez déjà à vous nourrir. Moi, voilà, j'ai creusé, j'ai mis de l'eau. Je vous permets de faire le désert libyen, il est immense. Allez à n'importe quel niveau du désert libyen et permettez-vous, je ne sais pas, des organisations paysannes ou, je ne sais pas, artisanales ou tout ce que vous voulez, pour permettre à l'Afrique de s'auto-nourrir. Quand il a dit ça, j'ai vu l'homme dans une dimension mais très élevée. C'est-à-dire que non seulement l'impact environnemental que produit la traversée, c'est-à-dire le drainage de l'eau, le bétail va boire, parce que il y a des chameaux, il y a tout ça dans le désert. Il y a des communautés qui, comme je prends une ethnie comme les Akawa, le président dit c'est presque le désert. Vous prenez les Libyens, vous prenez des Maliens, mais le désert s'élargit. Donc il fallait le rétrécir. Il y a un deuxième projet du NEPAD qui demandait qu'on plante des arbres à travers, je crois, une croisade sur l'Afrique. Et je crois qu'il y avait le président Ouad qui en était. Tout à fait. Exactement. Vous voyez, ce sont des impacts environnementaux qui auraient pu permettre à l'Afrique de se lever. Mais avec les guerres, vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? Quand il y a une instabilité, souffrez d'abord que j'aille cacher ma tête. Je ne veux pas aller dans un champ, me faire tuer.
alors que j'aurais pu sauver ma vie en courant sous le pont de Tantopa. Donc le problème, il est là. Et puis, je dis et je me répète, aucune aide au monde n'aide à gérer une guerre en termes de nourriture, d'assistance médicale, etc., etc. Quand vous le dites comme ça ne peut pas quand même plaire aux chefs d'État africains qui aujourd'hui, face donc à la question de l'insécurité sur le continent, se tournent quand même vers les partenaires traditionnels des indépendances pour réclamer quand même une certaine assistance moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Hein. J'ai honte quand moi je vois des chefs d'État qui vont tendre la main pour gérer leur propre sécurité. Ah bon? Oui, attendez. Sur notre sol, je prends le cas de mon pays. Je reviens à mon pays. Le Bénin est un pays dans lequel il y a des hauts cadres militaires. Le colonel ne me démentira pas. Il en est un. Qu'il soit à la retraite ou qu'il soit en fonction. On a des cadres émérites. On a les meilleurs même. On a les meilleurs. La preuve, je vous donne 2 exemples. Le premier, il y en a un qui a sauvé la vie au président de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous pensez que celui-là, s'il n'avait pas les mérites, s'il n'avait pas l'autorité et la bravoure qui lui revenait, vous pensez qu'il aurait pu prendre sur lui le comportement militaire? Quand je dis militaire, militaire au point carré du terme. Vous pensez qu'il aurait pu avoir sur lui le courage, la bravoure d'affronter les manifestants qui venaient abattre le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président Guillaume Soro? Il n'aurait pas pu le faire. Je prends le cas, n'allons même pas loin. Je prends le cas du colonel Akani. Vous savez qu'il a été directeur du renseignement militaire. Allez fouiller dans son parcours. Je ne dis pas ça parce qu'il est là. Il fait mal, je dirais, mon colonel, à son niveau, souffrez que je vous dise, ça cloche. Moi, je suis libre, je suis du genre à vous dire ce que vous faites de bon et de mal. Allez fouiller dans son parcours, vous verrez, c'est écrit. Il a un parcours élogieux. Il y en a aussi qui sont là en fonction, dans notre armée là, mais qui sont des officiers, mais au top niveau. Mais ils ne sont pas écoutés. Alors, quand il y a des problèmes d'impact environnementaux, qui poussent du fait qui tombent, c'est-à-dire qui poussent les populations à rentrer en confrontation du fait de la mauvaise gestion, du fait des sommets yo-yo. Moi, je les appelle des sommets yo-yo. On y va, il n'y a rien qui résulte. Prenez Barkhane, je vous ai dit ici sur le plateau, il n'y a rien. Zéro. Vous avez vu? Ça continue de frapper tous les jours. Où est Barkhane pendant que ça frappe? Vous prenez la MINUSMA, pareil. Vous prenez... Ça ne va pas. Là, il faut qu'il y ait une politique interne de sécurisation à chaque pays et partant que les forces puissent se converger pour avoir une politique de sécurisation, qu'elle soit politique politicienne, économique, socio-culturelle, environnementale, pour l'Afrique. Et cela, il n'y a que nos dirigeants pour le faire. S'ils ne le font pas, personne ne viendra le faire. Et souffrez que demain, vous et moi, nous soyons des... Comment passez-moi le terme? Nous soyons des réfugiés environnementaux. C'est bien, il a tout dit quand même. Ben oui. L'essentiel, on a compris tout ce qu'il a dit, c'est important. Il faut en tenir compte. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas des communautés, par exemple, qui quittent le Nigeria pour le Cameroun. C'est des espaces qu'ils occupent dans des conditions précaires également, parce que des habitations de fortune, l'alimentation n'est pas ce qu'elle devrait être. Mais on parle des zones protégées aussi, parce que vous, la plupart du temps, vous parlez de votre Kalachnikov pour abattre la bête qui même si elle était protégée entre-temps... dans le cadre de la survie. Bon, maintenant... Dans le cadre de la survie. Lorsqu'on vous parle, par exemple, de forêts protégées en temps de conflit, est-ce que vous pensez qu'on doit aussi décimer ça? Non. Quand je parle de prendre ma Kalachnikov, j'ai besoin de vivre. Je n'ai pas un autre choix que ce que j'ai en face de moi. Vous voulez que je fasse quoi? Que je meure en regardant la bonne viande passer? Je suis désolé. Moi, Souleymane Hamzat, je ferai ce que de droit. Pour répondre à votre question, évidemment qu'il y a des zones classées patrimoine des Nations Unies ou patrimoine de l'UNESCO, etc., etc. Je sais pas. Je pense, à mon avis, qu'en temps de guerre,
il y a plus de déclarer zone non-droit. Non, pas la preuve. L'autre délinquant de l'autre côté, à l'est, là, il est bien dans Sambisa. Sambisa, c'est une forêt classée. Il est dedans et il fait sa vie. Et il fait tout le bordel qu'il faut là-bas. Personne n'arrive à aller le déloger là-bas. Maintenant, quand vous me sortez un texte des Nations Unies qui dit que c'est une zone classée, moi je fais quoi si j'étais dans son cadre à lui, je fais quoi pour nourrir mes hommes? Parce que quand vous analysez le problème du terrorisme dans le sens positif du terme, il faut aussi l'analyser dans le sens négatif du terme. Il faut voir les impacts. Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à prendre des armes? Ce qu'ils font, est-ce loyal ou non? Le sens dans lequel est orientée leur action, est-ce républicain? Est-ce logique? Est-ce démocratique? Est-ce révolutionnaire? Est-ce barbare? Vous devez le savoir. Parce que ceux qui sont bien tapis dans leur palais, là, qui se plaisent aux Mercedes ou aux gros cylindrés, là, il faut qu'ils descendent de leur fauteuil pour venir voir ce que vit le peuple. Je reviens du nord du Bénin. Avant de faire mon voyage sur l'extérieur tout dernièrement. Mais j'espère que nos autorités savent ce qui se passe dans le pays. Il y a des services de renseignement. J'espère qu'ils informent le patron de ce qui se passe. Je l'espère. Parce que le jour où ça va tourner au vinaigre ici, souffrez que déjà moi, je suis tranquille. Je regarde, mais je sais qu'ils ont le devoir et l'obligation d'informer le patron. Allez entendre ce qui se passe. Et c'est ça le début de la stigmatisation. Mais quand ça va passer à l'étape de radicalisation, est-ce que vous pensez qu'il y a des communautés qui sont enclines à la radicalisation? Mais oui. Mais il y en a plein. Prenez le cas du Mali, les Peuls. Vous pensez, on vient tuer mon parent comme ça, gratuit, je me tais. Ah non, je ne peux pas me taire. Et ça passe à la radicalisation. Et de la radicalisation, vous me verrez un jour aux côtés de l'autre délinquant de l'autre côté là-bas. Mais oui, parce que quelque part, il y a une frustration. Je ne sais pas si c'est humain. C'est humain de ça. Si demain, on me dit, mon ami Kodovi a été, voilà, vous voulez que je fasse quoi? J'ai un ressenti, je suis un humain après tout. Je dis, mais c'est pas possible. Comment ça peut être possible? Et si j'ai les moyens d'aller venger votre mort, mais souffrez que beaucoup n'ont pas le courage du Saint-Esprit. Hein. Ils y vont et ils vont régler les comptes. Et on parle de terrorisme. Malheureusement. Oui. Est-ce que vous en rencontrez des communautés, à la limite, enclines à la radicalisation tout aussi facilement? Et bien sûr, comme il a dit, même ressorti tout à l'heure, il a parlé des Peuls, je trouvais les Dogons, et puis... Exact. Oui, il y en a, mais le problème n'est pas... le problème est crucial. Et il faut tout simplement essayer de maîtriser et ajouter des perspectives, c'est-à-dire pour accompagner. Mais dans un premier temps, là où on en est, il faut déjà chercher à les mettre ensemble, que de les diviser. C'est le rôle de qui? De l'État central? En fait, c'est l'État central appuyé de la communauté internationale. Parce que là où on en est, parce qu'on s'est alisé et on s'est embrasé, et ça risque d'entraîner encore d'autres situations dans la région. Alors quand c'est comme ça, il faut tout faire pour maîtriser ces communautés, pour les ramener à la raison. Et il ne s'agit pas d'abord de situer les responsabilités. Il faut les ramener complètement à la raison, la balle à terre. Et ainsi, on aura l'occasion maintenant d'évoluer en faisant comprendre à cette communauté, à ces communautés, que voilà l'impact négatif que cela a sur la société. Donc je crois que c'est par là qu'il faudra commencer. Et puis, ça pourra définir encore une bonne voie pour les générations futures. On dit souvent, les générations se ressemblent, se suivent et se ressemblent. Mais ce n'est pas évident maintenant, parce que les générations, maintenant, ils enchaînent, c'est-à-dire ils entretiennent les guerres sur le terrain. Et là, on n'en finit pas. C'est-à-dire qu'ils veulent rendre le coup de ce qui s'est passé depuis des années, et puis ça a perdu. C'est ça qu'il faudrait éviter, en maîtrisant déjà la situation sur le terrain. Moi, je crois que c'est ça. Alors, Souleymane Hamzat, juste une préoccupation comme ça, si on dit par exemple, lorsque cette communauté se fâche, elle n'a qu'à prendre un certain nombre de rangées d'arbres pour montrer sa frustration, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va finir avec la guerre? Ça, c'est un acte positif auquel je participerai volontiers. Moi, tout ce qui pousse à la construction
ne vous pliez pas en quatre pour m'inviter. J'y vais tout de suite. Parce que j'ai vu la guerre au Libéria, j'ai vu la guerre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, mon colonel, avec votre permission, il y en a qui disent oui, on va faire la guerre, on va faire la guerre. Mais je ne sais pas s'ils pensent, s'ils réfléchissent à quoi ils. Je ne sais pas, je ne sais pas s'ils pensent à quoi à ce moment-là, quand ils disent on va faire la guerre. Quand vous voyez une baille de Kalachnikov qui siffle, mon cher ami, je ne sais pas si j'aurais souhaité. Mon colonel, vu vos nouvelles fonctions et félicitations, merci bien. En passant, que vous puissiez demander au gouvernement de mon pays de réinstaurer la formation patriotique militaire et généralisée. Il faut le faire. Il faut amener le peuple à comprendre que prendre une arme, mais c'est extrêmement gravissime, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand vous ôtez la vie, c'est terminé. Il n'y a pas un passeport qui vous ramène. Hein. Il n'y a pas un avion qui vous ramène. C'est parti, c'est parti. Vous ne reviendrez plus. Donc, pour moi, il faudra réfléchir à des solutions pour que l'impact environnemental ne soit pas touché en temps de guerre. Mais souffrez qu'en Afrique, les choses ne marchent pas bien. Colonel Louis Akadi, vous parlez tout à l'heure, c'est Amzad qui l'a dit, nous deviendrons, si possible, des réfugiés climatiques. Aujourd'hui, les raretés des pluies, ce n'est plus un secret pour personne, on le note tous les jours. Il fait davantage plus chaud. Les spécialistes en eau vous diront que ce n'est pas une quantité intarissable. L'eau, on peut la quantifier et un jour, on peut en arriver donc à constater que c'est terminé. Et s'il y a aujourd'hui guerre entre Israël et Palestiniens, c'est du fait de l'eau. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que initier des actions climatiques, environnementales, à la limite, pour répondre à des moments de frustration, serait une bonne chose aussi? Une très bonne chose. Une très bonne chose. L'idée, elle est très bonne, salutaire. Mais vous saviez, comme il a dit tout à l'heure, mon frère, et par rapport au va-t-en-guerre, c'est très facile de lancer ou de pousser les populations vers les guerres. Moi-même, je serais va-t-en-guerre. J'aurais été un va-t-en-guerre si on m'avait appris à l'académie comment rattraper une balle qui est partie. Exact. Exact. Est-ce que vous comprenez? Une balle qui est partie, là. Elle est partie. Hein. Elle est partie. Si vous me la prenez, vous dites, bon, c'est comme ça qu'il faut la ramener en arrière, mais il n'y a pas de raison. Je serai va-t-en-guerre. Mais je ne le serai jamais. Mon devoir, c'est de protéger les populations. L'État béninois, en fait, il donne cette mission de protéger, c'est d'accompagner les populations. Je n'ai pas le droit de mettre le feu à la baraque. Et c'est ça. Encore que c'est le contribuable qui a fait de moi ce que je suis, qui a payé ma formation. Je ne peux pas vous donner combien ça coûte une formation d'officier. C'est extrêmement cher. Donc, je crois qu'on a le devoir d'être aux côtés et créer les conditions pour que cette population se retrouve à l'aise pour pouvoir avancer. Nous avons eu un parcours, c'est terminé, c'est fini. C'est-à-dire que on a terminé, mais nous ne devions pas permettre, dans nos erreurs, à la génération future de nous suivre dans notre parcours. C'est-à-dire que nous devions rectifier et le faire comprendre que, attention, ce chemin n'est pas bon, parce que voilà où ça conduit. Ce n'est pas du tout, non, ça nous amène à rien. Donc c'est notre devoir aujourd'hui de dire aux populations, aux générations futures, à toute la population, la conduite à tenir. C'est pourquoi à chaque fois, je réitère en disant, il ne faut jamais faire comme on appelle l'expérience de guerre ou bien d'avoir un esprit de va-t-en-guerre pour se rapprocher des populations, du gouvernement, des institutions, faire en sorte que chacun trouve son compte et puis permettre un développement intégré et inclusif. C'est ça chez moi. Voilà comment je vois les choses. Un développement intégré, inclusif, malheureusement, c'est ça qui manque. Amzad Suleiman, quand on vous écoute, on a comme l'impression que oui, des populations frustrées peuvent, d'une manière ou d'une autre, manifester leur mécontentement. Mais maintenir l'ordre en ce moment, est-ce que ça participe du respect des principes démocratiques? Oui, tout à fait. Bon, démocratie, pour moi, ce mot, je vous ai dit, de grâce, ça n'a jamais développé un pays. Donc pour moi, c'est une idéologie comme le marxisme et tout le reste. L'Afrique doit se trouver sa propre voie, doit se baliser sur une idéologie
qui relèvent, n'est-ce pas, de nos coutumes et mœurs. Moi, je suis pour, et je regarde, quand je regarde la société camerounaise, à travers Afrique Média, évidemment, je sens que de plus en plus, les Camerounais ont envie d'avoir des chefferies, des cantons, ceci, d'organiser la société telle qu'elle était avant l'arrivée du colon. Alors, si... Vous pensez que c'est important de retourner en arrière alors que le monde évolue? Non, mais c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire le monde évolue? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans le monde évolue? Je suis pas le dandy, moi. Vous voulez que j'arrête de boire dans la calebasse? Parce que j'ai été en France? Parce que je suis resté en France 18 ans, je viens, donc il me faut des coupes de champagne kilométriques pour boire mon... Non, écoutez, le général Kérékou, il a été président de la République. Mais il n'a jamais arrêté de boire. Le colonel ne me démentira pas. Dans des calebasses. C'est sûr. Toute sa vie, il a bu dans des calebasses. Il n'a pas été président. C'est parce qu'il boit dans des calebasses qu'il n'est plus président. Ah non? Il va falloir... Écoutez, aujourd'hui, je suis en costume. Parce que j'ai voulu me faire un peu beau. D'accord? Demain, souffrez que je mette dans mon agbada, ça va déranger qui? Ça va déranger les Occidentaux. Si tel est le cas, ils vont me pousser à une radicalisation. Et tous les jours, je vais mettre des agbada. Et c'est fini. Et je vais me mettre à lutter contre cet apparat. Mais est-ce que cela fera de moi un homme exceptionnel? Non. Cela fera de moi un terroriste dans le cadre de la culture. Colonel Louis-Akani, est-ce que maintenir l'ordre fait participer la communauté contre ou avec son gré à accepter la réalité telle que passe par le principe démocratique? Oui, je dirais bien, parce que le plus important d'abord, c'est de maintenir l'ordre. Et le reste suivra. Et avec des sensibilisations, et comprendre qu'une reprise en main des populations, c'est ça. Mais pour l'heure, il faut déjà maintenir l'ordre pour arrêter la saignée. Parce que si on laisse perdurer cette situation, je crois qu'on n'aurait rien fait. Je réitère encore mes salutations à toute la communauté internationale qui participe, qui est sur le terrain, qui accompagne les populations comme les nôtres, puis dans la région, pour le travail qui se fait. Mais cependant, il est temps qu'on arrête, il est temps qu'on comprenne. Il faut l'accompagner de quelque chose pour que les populations comprennent que, attention, et ce que nous faisons, je crois que c'est contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une possibilité, une avancée dans notre développement et qui permette à d'autres générations futures de suivre nos pas. On va bientôt sortir donc de cette émission. Si je vous demande, terrorisme en Afrique, impact sur l'environnement, approche de solutions, qu'est-ce que vous avez à proposer véritablement pour l'environnement en temps de guerre? Oui, il a un impact, il avait dit tout à l'heure. Il est vrai qu'on ne peut pas se passer des bétails, des végétations, tout ça. Et il faut que, d'abord, qu'on dresse en fait, des perspectives sérieuses. Des perspectives sérieuses pour notre développement et permettre à chacun de prendre ses responsabilités. Responsabilités pour dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. C'est-à-dire que la situation sécuritaire s'avère nécessaire. Nous ne pouvons pas aller de l'avant si on ne prend pas dès maintenant, c'est-à-dire à bras le corps, la situation sécuritaire. C'est sur ça que nous pouvions permettre à tout un chacun de s'impliquer avec assurance et pour développer les idées qui suivront. Alors, Amjad Souleymane, sur la question, l'impact du terrorisme ou de la guerre sur l'environnement, c'est palpable. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Je voudrais attirer déjà l'attention de nos dirigeants sur le Sahel. Tous ceux qui ont quitté la Syrie, l'Irak, machin, ils se rabattent sur le Sahel. J'en ai parlé sur une émission ici. Que font nos dirigeants? 1. 2. La société en elle-même, en interne, au niveau le Béninois, le jeune qui n'a pas trouvé de boulot, qui est à la maison, celui qui était en fonction, qu'on a balayé pour une erreur, qui peut-être pourrait être insignifiante, ou celui qui attend un concours qui ne vient pas depuis. Souffre que c'est une bombe à retardement. Et en dernier, ça va être un coup de gueule. Je souffre avec ceux qui ont déjà un boulot et qui ont été relevés de leurs fonctions. Il faut qu'il y ait un peu de l'eau dans notre vin.
ça risque de nous pousser loin. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'est la fin donc de votre émission ici et ailleurs consacrée au terrorisme sur le continent africain avec ses impacts sur le plan de vie environnemental et approche de solutions. Visiblement, les uns et les autres ont reconnu qu'il y a effectivement des impacts sur l'environnement, mais en temps de guerre, il n'y a pas forcément de zone ou d'animaux protégés. À chacun donc de ne pas essayer de faire l'expérience de la guerre, parce qu'au dire des sachants, c'est dangereux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vos contributions pour parfaire ce débat sont également attendues. À très bientôt sur SICA.